Ça, c'est souvent une question que je me pose. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Et après avoir quasiment passé plus de 10 ans dans la vidéo, j'en ai fait un paquet d'erreurs ou de mauvais choix, peut-être plus, qui m'ont quand même pas mal fait ralentir. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager, entre guillemets, mes plus grands regrets ou peut-être mes plus beaux apprentissages dans mon activité de vidéaste. Ça va surtout vous aider à gagner du temps, là où moi j'en ai perdu pas mal. Parce que oui, en soi, là, vous voyez les vidéos YouTube, les formations, les collaborations avec les marques, mais de base, je suis vidéaste. Et encore aujourd'hui, je fais des vidéos pour des clients. C'est juste que, évidemment, je les monte beaucoup moins. Mais sur cette partie, avant de devenir un vidéaste professionnel, de vivre de cette activité-là, ça a pris des années. Et pendant toutes ces années-là, j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. J'ai évidemment réussi quelques projets plutôt sympas, mais avec le temps, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses où j'aurais fait différemment. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Mais avant ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, on avait lancé un des plus gros challenges de vidéastes qui était complètement gratuit. Il y a eu plus de 1800 inscrits, on a fait des lives tous les jours, il y a eu des cadeaux. Bref, ça a été un super moment pour moi et encore beaucoup m'en parlent aujourd'hui. Et on le refait en début novembre et celui-ci va être encore plus quali avec tous les retours que vous avez pu nous faire. On va cette fois-ci se focus un peu plus sur l'activité de vidéaste, sur la structure, les différentes offres, la prospection aussi. Et à la fin de ce challenge, vous aurez un plan d'action concret à mettre en place pour vous aussi passer le cap et enfin vous lancer dans la vidéo. Tout va se passer sur notre plateforme en ligne, vous aurez accès évidemment à une communauté de vidéastes un petit peu comme vous. Vous aurez des petits défis à faire avec à chaque fois des récompenses à la clé. Je vais même analyser pas mal de vos résultats en live. Je vous ai prévu honnêtement de belles surprises entre les cadeaux, l'animation et aussi un bonus pour tous ceux qui rejoindront Vidéaste Pro derrière. Bref, si tu sens que c'est le moment un peu de te lancer dans la vidéo, je te conseille vraiment de t'inscrire à ce challenge-là. Tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup de choses. Si jamais ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Ok, alors la première chose que je ferais si je devais tout recommencer, vous allez voir que c'est peut-être un poil contre-intuitif, mais en fait je commencerai avec du matos pas incroyable. En fait, j'irai pas chercher directement le haut de gamme, plein format, bel objectif et tout. J'ai fait la grosse erreur quand je me suis lancé de passer des semaines à chercher la meilleure caméra pour débuter. J'ai comparé des specs, je sais pas combien de vidéos YouTube j'ai regardé sur des boîtiers, j'ai hésité d'ailleurs entre plusieurs caméras et à la fin j'ai mis quasiment tout mon budget sur un seul boîtier. À l'époque c'était le Sony A7 III et je pensais sincèrement en ayant ce boîtier là que ça y est, la qualité de mes vidéos allait exploser et ça n'a pas été le cas. Clairement c'est pas seulement la caméra qui fait qu'une vidéo est bien ou pas, et à refaire je serais parti sur un boîtier un peu plus abordable type APS-C un peu entrée de gamme avec une seule optique et c'est tout. Et en fait je le vois encore aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est le matos qui va faire la différence et ils se trompent. Ce qui compte c'est ce que vous êtes capable de produire avec ce que vous avez sous la main. Même un vieux boîtier qui est pas trop mal utilisé, vous allez pouvoir faire de belles vidéos qui racontent quelque chose, qui trouvent un public précis. Et aussi, on va pas se cacher, ça enlève une pression quand même. Quand tu dépenses plusieurs milliers d'euros dans un gros boîtier bien haut de gamme, déjà faut trouver l'argent, ce qui est pas forcément évident au début. Ensuite, il t'a coûté tellement cher que dès que tu le sors, que tu le prends en main, t'as peur de le faire tomber, de le casser. Et aussi, ça met quand même pas mal une pression. T'as investi autant d'argent, faut quand même que tu trouves très rapidement des clients pour rentabiliser cet achat-là, quoi. Je dis pas qu'avec du matériel un peu plus entrée de gamme, t'as moins cette pression-là. C'est juste que ça paraît beaucoup plus logique de démarrer avec ce qu'on a, et dès qu'on voit que ça marche pour nous, dès qu'on commence à facturer, qu'on commence à avoir un petit peu plus d'argent, là on peut partir sur du matériel un peu plus haut de gamme. Et perso, j'ai pris bien trop de temps à m'en rendre compte. Et c'est surtout que j'ai attendu en fait d'avoir la bonne caméra pour lancer mon activité de vidéaste. Voilà, ça c'est cadeau, c'est une de mes plus belles erreurs aussi celle-là. Parce que oui, si je recommençais aujourd'hui, j'attendrais pas forcément d'avoir la caméra de mes rêves pour me lancer. Parce qu'en fait, pendant longtemps, je m'interdisais quasiment de prospecter des potentiels clients parce que je considérais que ce que je faisais, c'était pas assez bien. Alors déjà, première chose, ça c'est une grave erreur de penser ça. Parce qu'on est toujours bien plus exigeant envers nous-mêmes que les autres peuvent l'être sur notre travail. Et vous avez peut-être l'impression que vous faites des trucs pas ouf, mais c'est faux. Et un paquet de gens qui ne savent pas faire ce que vous faites vont trouver ça très bien. Et un autre truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est les projets des clients. En fait, ils sont souvent très simples à réaliser. Là, je parle plus, on va dire, de la vidéo corpo / institutionnelle parce que c'est un peu plus mon domaine, mais souvent c'est assez simple. On a besoin d'une interview, de quelques plans d'illustration et basta. Alors j'exagère un peu, évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, mais quand je me suis lancé, j'en faisais toute une montagne en pensant que j'avais pas du tout le niveau pour faire des vidéos avec des entreprises. Et puis après avoir eu un bon retour d'un client, puis un autre, puis plusieurs autres, en fait, je me suis vite rendu compte que ce qu'ils attendaient était largement dans mes cordes. Donc non, vous n'avez pas besoin d'avoir bossé avec je sais pas quelle marque hyper connue ou d'avoir fait plus de 50 vidéos pour bosser avec une boîte. Vous avez besoin d'un site avec un portfolio et des vidéos qui font un minimum pro. Alors je le dis souvent, mais si jamais vous n'en avez pas des vidéos comme ça, faites-en gratuitement en échange de retours sur votre vidéo, de potentiels contrats ou d'échanges. Et une fois que vous avez ça, c'est à ce moment-là qu'il faut aller contacter des potentiels clients. Ça, on en reparlera un petit peu à la fin.
Alors à refaire, le prochain, celui-là aussi, il m'a mis un peu dedans, ce qui est un peu débile, mais quand je me suis lancé, ben, je me trouvais nul parce que j'avais pas des clients de fou, entre guillemets, dans le sens où je voyais mes concurrents ou d'autres vidéastes qui avaient sur leur portfolio de belles marques, ils avaient des Nike, des L'Oréal, des Total, ils avaient que des gros noms, et moi j'avais que des PME ou des boîtes un peu plus importantes, mais pas connues du tout. Et pour moi, j'avais un peu ce truc-là où tu sais, ceux qui bossent avec les grosses boîtes, c'est forcément les meilleurs vidéastes, ou qui ont la meilleure approche ou quoi que ce soit. Donc en fait, moi je me sentais un peu comme une merde parce que j'arrivais pas à avoir ce genre de clients. Mais aussi parce que à cette époque-là, j'avais pas d'offres vraiment claires, je savais pas du tout comment les contacter. Donc évidemment, je prenais porte sur porte. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, après pas mal d'années, j'ai complètement arrêté de bosser avec des groupes et je me suis justement spécialisé un peu à l'opposé, dans des structures un peu plus petites ou du moins à taille humaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà parce que 90% du marché dans la vidéo, c'est des boîtes qui sont pas connues, mais qui ont justement besoin de vidéos pour se faire connaître. Et tant mieux parce que c'est celles-ci qui en général, bon évidemment ont du budget, mais c'est surtout celles-ci qui sont un peu plus flexibles. Parce que quand tu bosses avec un grand groupe, et pour l'avoir fait aussi, déjà il y a des process qui sont hyper longs, où il faut tout faire valider en amont. Tu parles jamais au décisionnaire final, tu as toujours des chefs de projet, donc en soi tu peux pas présenter tes idées à la personne qui va choisir le prestataire à la fin. Tu as des réunions avant-projet avec 4, 5, 6 personnes qui veulent toutes justifier un petit peu leur salaire avec des idées qui sont vraiment pas ouf. Et vous êtes souvent en concurrence avec d'autres vidéastes, vu que c'est des boîtes justement qui font un peu plus rêver. Et donc ça veut dire que vous êtes souvent être remis en concurrence, qu'eux ils vont essayer de tirer les prix vers le bas. Bref, c'est cool de travailler avec des boîtes comme ça, mais c'est honnêtement souvent pas les plus fun. À la différence où justement, travailler avec une boîte qui est un peu plus à taille humaine, vous avez souvent soit un seul ou voire même 2 interlocuteurs. Vous êtes bien plus libre parce que les process sont moins lourds et vous pouvez du coup proposer vos idées directement au décisionnaire final. Et ça crée de l'échange. Et à la fin, même si vous n'avez pas, on va dire, le nom le plus prestigieux sur votre site internet, vous avez quand même des projets qui sont tout aussi intéressants. Et surtout, vous pouvez construire une vraie relation avec un client. Et ça, c'est des projets que vous allez avoir sur des années après derrière. Mais après, voilà, je vais pas généraliser non plus. Évidemment que ça se peut aussi très bien se passer avec des grands groupes. Mais voilà, faut peut-être se dire que quand on se lance, c'est peut-être plus facile de se focus sur des boîtes un peu plus accessibles que directement aller taper dans les grands groupes qui ont des process bien plus avancés. Prochain point, peut-être que c'est pas une obligation. C'est peut-être plus un levier, mais c'est de plus montrer ce que je fais. Je dis pas du tout de forcément se lancer sur YouTube et de faire des vidéos comme je fais. Je parle là de s'adresser à des clients professionnels et pas s'adresser à des vidéastes comme je fais avec mes réseaux. Mais moi je parle surtout de pas rester invisible, parce que si personne ne voit ce que vous faites, personne ne pensera à vous. En fait, quand je me suis lancé, je bossais pour des projets, mais je les gardais pour moi. J'attendais d'avoir, on va dire, un site un peu parfait, le bon showreel, que des projets hyper jolis à partager. Résultat, je faisais des trucs pas si mal que ça, mais personne n'était au courant. Donc aujourd'hui, à refaire, je pense que je documenterai peut-être un peu plus. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin de faire des vidéos face cam ou quoi que ce soit. Juste de montrer peut-être des coulisses de tournage, de publier 1 ou 2 photos par exemple sur LinkedIn, de repartager la vidéo d'un client, de peut-être donner des anecdotes, je sais pas, sur un tournage. Le but n'est pas de devenir créateur de contenu, parce que ça c'est un autre métier. Le but c'est juste que les gens sachent que vous êtes actif, que vous pouvez travailler et que vous êtes dispo pour d'autres projets, quoi. Et ça change tout, parce que même si vous prospectez pas forcément à fond, le fait d'exister un minimum en ligne, ça peut vous ramener des projets. Il y a peut-être un client sur LinkedIn qui va tomber sur votre vidéo, il n'en a pas forcément besoin, mais il va peut-être en parler à quelqu'un d'autre qui lui va avoir des besoins, et ça va faire une espèce de cercle vertueux et vous allez pouvoir peut-être négocier des projets. Donc gardez bien en tête que non, vous n'avez pas besoin d'être créateur de contenu, mais vous avez besoin d'être trouvable, d'avoir au minimum un site à jour avec un peu de présence en ligne, histoire de laisser quelques traces qui montrent que vous êtes vraiment vidéaste, quoi. Je l'ai dit pas mal dans cette vidéo, mais la prochaine c'est ma pire erreur, c'est la plus grosse, ou du moins à refaire, c'est là-dessus où j'irai en premier. Parce que quand j'ai voulu me lancer, on va dire de manière un peu plus pro, en fait je passais des heures à apprendre comment filmer, comment étalonner, comment avoir des bonnes techniques de transition, de trucs comme ça, mais je touchais pas du tout au business. Je repoussais en me disant que j'allais apprendre sur le tas et que finalement c'est pas si compliqué que ça. Très très grosse erreur. En fait c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Parce que le problème que j'avais, c'est que moi j'avais pas du tout les bases de business. Je prospectais n'importe comment, donc évidemment j'avais peu de réponses. En rendez-vous client, je faisais que de parler de moi pour justement essayer de camoufler mon inexpérience, qui était aussi une grave erreur. Les prix que je proposais, je t'en parle même pas, c'était vraiment au dos mouillé. Et le pire, c'est que je sais, parce que j'ai eu des clients qui m'en ont parlé après derrière, je suis passé à côté de beaux projets simplement parce que je passais pour un amateur. Et un client, quand il cherche un vidéaste, lui il veut quelqu'un
quelqu'un de pro, il veut quelqu'un qui soit en capacité de l'écouter et de lui proposer un projet que lui a besoin, qui est cohérent avec justement ce qu'il vous a dit. En fait, je pensais clairement naïvement que j'avais pas un niveau qui était affreux, on va dire, en vidéo, j'avais du bon matos, je commençais à avoir quelques projets clients, donc voilà, pour moi la machine était lancée, les clients allaient venir tout seuls. Non, 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 dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Un vidéaste qui se lance, il a pas de projet comme ça qui lui tombe sous le creux de la main, encore plus aujourd'hui. Il faut aller chercher ces gens-là, montrer qu'on est là, se faire connaître, et pour ça, on va parler de l'activité préférée de tout freelance qui se respecte, la prospection. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet-là parce qu'on va en parler en long et en large pendant le challenge, mais quand je me suis lancé, je détestais la prospection. J'avais l'impression d'être un peu le commercial, un peu lourdingue et gros forceur. Et pourtant, c'est en toute sincérité, c'est ce qui va vraiment séparer des vidéastes qui vont réussir dans la vidéo de ceux qui vont galérer. Et c'est vraiment pas le niveau en vidéo, c'est vraiment la capacité à répondre à un besoin. Et pour ça, il y a plein de techniques à apprendre, que ce soit pour trouver des clients, pour les convaincre, pour les accompagner dans un projet comme ça, et j'ai mis bien trop de temps à me former justement à cette technique là, et croyez-moi qu'à refaire, ça serait une des premières choses que je referais dans la vidéo, ça serait vraiment me former sur cette partie là business. Si vraiment vous arrivez à éviter ces erreurs là dont on vient de parler, je vous garantis que vous allez aller bien plus vite que moi. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois qu'on a franchi, on va dire, tout ça, qu'on a réussi à passer toutes les marches et qu'on arrive enfin à avoir une activité stable et rentable, c'est cliché, mais pour moi c'est un des plus beaux métiers du monde. Il n'y a pas plus beau que de vivre de sa passion, que ce soit de la vidéo, de la maçonnerie, tout ce que tu veux. C'est fou de se dire que tu peux te lever tous les jours et être content d'aller bosser. Bien sûr que ça demande du travail, de la détermination et potentiellement une part de chance aussi, mais quand tu t'es lancé, que tu as bossé comme un chien et que ça marche, que enfin ça marche, le sentiment il est fou. Et je vous souhaite vraiment à tous de le connaître, ce sentiment-là un jour. Bref, j'espère que tous ces tips-là vous auront été utiles. J'espère aussi qu'un maximum d'entre vous allez le mettre en application pour éviter les mêmes erreurs que moi et aller plus vite. Je vous mets le lien en description du challenge pour ceux que ça intéresse et nous on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. La bise!